Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, je vous invite à suivre le sommaire. Sommaire au programme de la Grande Team ce soir. LGT News. Côte d'Ivoire-Gabon, faut-il redistribuer les cartes en défense? Vos avis sont attendus sur cette question LGT. Bonne émission avec la 3 et ses invités. Voilà, on s'intéresse à la défense des éléphants ce soir avec la question LGT, Côte d'Ivoire-Gabon. Faut-il redistribuer les cartes en défense? Vous pourrez bien sûr participer à l'émission, comme chaque soir, en nous appelant sur le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Et si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, vous avez la possibilité d'ajouter l'indicatif plus 225. Et aussi, vous pouvez continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Voilà. Alors, pour cette émission, pour la première partie, pour l'instant, je serai donc accompagné de Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir à tous. Voilà. Donc, on démarre avec la première rubrique et c'est LGT News. On y va. LGT News. Ouvrons le chapitre football. Les éléphants U23 au Caire pour 2 matchs internationaux amicaux. Les éléphants espoirs séjournent depuis hier au Caire à l'invitation de la Fédération égyptienne de football. Ils y sont pour disputer 2 matchs internationaux amicaux contre leurs homologues égyptiens qui préparent ainsi le tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris 2024. Aïdara Swalio est donc arrivé en Égypte avec 17 joueurs locaux, lesquels ont été rejoints par 4 autres joueurs venus de l'Europe pour compléter le groupe. Après avoir pris leur quartier général au Tulip Garden Hotel, les éléphants espoirs ont participé le même jour à leur première séance d'entraînement. Cette double confrontation face à l'Égypte aura lieu respectivement les 7 et 11 juin. Voilà, une autre information pour vous, très chers téléspectateurs. Tournoi Maurice Revelot, les éléphantos enchaînent une 2e victoire. Dao Lassina et ses poulains effectuent une belle entame de compétition au tournoi Maurice Revelot. En effet, après avoir battu leur homologue français lundi dernier en match d'ouverture sur le score de 2-0, nos pachydermes ont remis le couvert cet après-midi en s'imposant devant la Corée du Sud 2-1. Wawa Christ Alex à la 12e minute et Wotro Patrick à la 72e minute sont les buteurs ivoiriens. Cette 2e victoire de rang permet ainsi à la Côte d'Ivoire de s'installer confortablement dans le fauteuil de leader du groupe A. Voilà, on en parle, Clément. Oui, tout à fait. Je pense qu'on assistait aujourd'hui à la 2e victoire des éléphantos face à cette formation coréenne. On parle quand même d'une formidable équipe. Il y a quand même de la bonne graine dans cette formation. Quand tu as des garçons tels que Mé Odilon Kwasi, l'ancien de Oza, qui tourne bien le milieu de terrain des éléphants, des garçons tels que Bandama, voilà, qui sont dans cette formation-là, Aboudraman Konaté de FC San Pedro, Tapé Chris de COK, et puis Wawa, surtout Wawa, voilà, qui fait 2 buts en 2 matchs. Le joueur du SCA, très bon ailier qui est capable d'aller fixer, capable de finir également. Je pense que voilà, la Côte d'Ivoire a un gros réservoir, mais il faut féliciter également Dao Lassina qui est dans une forme de continuité parce que lui, il a pris ces jeunes joueurs-là lors du tournoi U3B qui va remporter au stade Robert Champrou. Après, il va ajouter quelques éléments tels que le gardien, tels que Tapé Chris, des garçons tels que Wawa à son groupe qui maîtrise très bien et ça fonctionne actuellement. Tout est huilé, tout fonctionne bien. Des garçons qui savent jouer au football et on espère qu'ils iront au bout de ce tournoi-là. On espère franchement, même pour l'instant, en tout cas, les éléphantos sont leaders du groupe A. Voilà. Et puis un mot de boxe avec le combat entre Mike Tyson et puis Jacques Paul. Oui, Mike Tyson face à Jacques Paul, le combat a été repoussé à une date ultérieure. Le combat était prévu pour le 20 juillet prochain. Mike Tyson a été victime de nausées et de vertiges la semaine passée. Le communiqué officiel dit qu'il y a une poussée d'ulcère de Tyson qui a limité sa capacité à s'entraîner pleinement pour les prochaines semaines à venir. Il a d'ailleurs eu un malaise au cours d'un vol entre Miami et Los Angeles. Il a été pris en compte par le staff médical. Donc ce combat est reporté. Alors Mike Tyson, il est connu de tout le monde, enfin des amoureux du noble art. Oui. Il a 57 ans. Il a été champion du monde de la catégorie des poids lourds, notamment en 1986, le dernier champion du monde en 1986. Il avait 20 ans, c'était face à Trevor Berbick.
Il a régné dans la catégorie à un certain moment. Et puis après, il a eu une fin un peu tragique avec beaucoup d'événements, un mariage raté, des affaires en justice, un procès face à son promoteur Don King. Et tous ces événements l'ont un peu ruiné. Là, maintenant, depuis son retour, il a fait également, à cette même époque, à ses difficultés, il a eu quelques combats mythiques, mais qu'il a perdu, notamment face à Evander Holyfield et le Noss Lewis, le Britannique. Et puis, depuis, il vit de conférences, de théâtre, de cinéma et de ce combat de ce type, ce combat de gala face à Jack Paul, un YouTuber américain. C'est donc un peu dommage. On va attendre un peu pour revoir le grand Mike Tyson, Iron Man, sur un ring. Bon, ce combat est redouté par quelques spécialistes de moi, parce que quand même, il a 57 ans. Ah oui. Il n'a plus sa rage et son énergie d'antan. D'ailleurs, sur les différentes sorties avec les deux combattants, notamment là, le face-à-face qu'on voit dans la vidéo et la conférence de presse, ce n'est plus le Mike Tyson qui avait ce physique imposant, ce regard de tueur, cette carrure qui faisait peur. On est un peu craintif. En plus, il a des problèmes de santé. Est-ce qu'il ne va pas falloir annuler ce combat-là qui pourrait être préjudicial à cette légende du non-blard mondial? Mais enfin bref, on attend de voir la suite de l'événement. Le combat sera certainement reprogrammé cette année, quand on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, c'est repoussé. Et j'avoue que je suis particulièrement content que ce combat ait été repoussé. Ah oui. Parce que quand je vois le grand Mike Tyson en ce moment, je n'ai pas envie de le voir se faire démolir par un YouTuber. Je n'ai pas envie de dire un farceur, mais quelqu'un qui n'est pas un adepte de la grande histoire du noble, venir écraser, maltraiter notre Mike Tyson, ce serait un crève-cœur pour moi. Mais enfin bref, c'est ça le business et la vie des anciens champions. On espère qu'il va vite se remettre et on verra la suite de cet événement pugilistique. En fait, vous l'avez dit, hein, on espère que ce combat sera simplement annulé parce que Mike Tyson est quand même très âgé. Mais après, il y a beaucoup d'engagements parce qu'il y a déjà une programmation qui est faite, il y a des bourses qui sont dégagées, il y a des engagements publicitaires, il y a des télévisions qui sont sur le coup. L'annulation pourrait être difficile. Mais est-ce qu'il a bien fait d'accepter ce combat? C'est pour ça que je veux dire que c'est vrai que Tyson, à l'époque, c'était une très grande fortune. Il avait 300 millions de dollars. Là, il n'en a plus beaucoup. J'ai vu dans un document qu'il avait une fortune évaluée aujourd'hui à entre 3 millions et 5 millions de dollars. Ce n'est plus le même temps. Regardez son physique, ce n'est plus le même Tyson. Là, il ne supporte même pas. Voilà, il supporte même pas le face-à-face face à Jack Paul. Est-ce que Tyson doit aller à ce combat? Parce que Jack Paul a déjà battu quelques adversaires. Il a envie de se faire un nom. Bon, je regarde ce combat, je dis, bon, Mike Tyson, il nous a habitués à mieux. 57 ans, ce n'est pas un âge. Il y a George Foreman qui était revenu à 46 ans, c'était acceptable, mais à 57 ans, presque 60 ans, dans un tel combat, j'ai un peu peur pour Tyson. Mais c'est ça le business aux États-Unis. Il y a no pity in business, comme dirait quelqu'un de no pity in business. Exactement, Clément, oui. Oui, tout à fait. Je pense que le cas Tyson pose quand même une problématique, c'est ce qu'on appelle la gestion d'après-carrière. Voilà, c'est ce qui est un sportif. Un sportif, il peut dépenser énormément comme il veut lorsque sa carrière est toujours en cours. Mais demandez aux sportifs, lorsqu'ils arrêtent, je pense qu'ils sont énormément en difficulté parce que voilà, il y a eu cette mauvaise gestion et c'est le cas de Mike Tyson qui doit maintenant s'aligner sur tout ce qui est gala, tout ce qui est business, tout ce qui est polémique et autres pour pouvoir et se remplir les poches. Je pense qu'on parle d'énormément d'argent là et je ne vois pas le grand Tyson en train de reculer, même avec le cal du cerf qu'on a signalé dans l'élément. Je pense qu'il ira au bout parce que qu'il perde ou pas, il va se faire quand même un peu d'argent au sorti de ce combat-là. Donc on attend de voir ce que ça va donner, mais après, ce qu'on dit aux athlètes, ce qu'on dit aux jeunes gens également, lorsque votre carrière se poursuit actuellement, sachez réaliser les choses, il faut savoir investir également et puis bien gérer son argent parce que l'après-carrière est tellement difficile et on a vu plein de sportifs qui ont sombré après avoir arrêté. Bon, on espère que ce ne sera pas le cas, en tout cas pour Mike Tyson, mais bon, on attend la suite. On attend la suite des événements. C'est vrai qu'il n'est pas tout à fait pauvre, mais c'est plus le Mike Tyson qu'il était. Donc oui, ce type d'événement permet d'avoir un peu d'argent et de continuer à vivre, mais à 57 ans, attention Mike Tyson. C'est une légende extraordinaire de la boxe. Exactement. Attention Mike Tyson. Exactement. Allez, dans quelques instants, on passera à l'actu de ce soir avec la question LGT, Côte d'Ivoire, Gabon. Faut-il redistribuer les cartes en défense? Voilà, ce sera dans quelques minutes. Pour l'instant, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Et on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite.
dernière situation du match. Mbappé est passé. Mbappé! Le compte à rebours a commencé. La deuxième but! Oh, il nous fait une action! Quel match! Quel match! 2-2! Plus que quelques jours et les 24 nations qualifiées pour l'Euro 2024 se défieront du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne pour tenter de succéder à l'Italie, le champion en titre. Suivez le meilleur de l'Euro 2024 sur les chaînes du groupe RTI. De retour sur le plateau de la Grande Team, bien sûr, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous passons au focus. On y va. Alors, délocalisés à Abidjan, les Guépards du Bénin seront face au Nigeria le 10 juin prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. L'heure est donc à la mobilisation. Et à cet effet, nous recevons donc sur ce plateau messieurs Cyriaque Chala et Avini Nikez, tous membres des supporters béninois résidant en Côte d'Ivoire. On les reçoit donc sur le plateau de la Grande Team. Pour qu'on puisse bonsoir, bien madame. Vous entendre. Donc bonsoir les Guépards, on peut dire. Oui, les Guépards. Bon, nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Bon, pour évoquer déjà ce sujet par rapport au match, le premier match déjà c'est demain, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la mobilisation? Oui, nous sommes prêts et puis c'est pour parfaire la mobilisation que nous sommes venus. Nous vous remercions déjà de nous avoir permis d'avoir cette occasion de, une fois encore, remobiliser nos militants et dans le demander micro. Aussi dans le micro. Et demander au public ivoirien de venir nous soutenir parce que c'est une fête et on est là pour 2 matchs. Et demain à 19h contre le Rwanda et le lundi à 16h face au Nigeria. Et quelles sont les dispositions prises justement pour cette mobilisation? Oui, dans un premier temps, le consulat a convoqué la communauté et béninoise en Côte d'Ivoire. Donc on a fait une réunion et on a essayé de déployer les compatriotes pour mobiliser la population, la communauté ivoirienne béninoise en Côte d'Ivoire. Et je pense que là maintenant on est prêt. Et demain, nous vous invitons aussi. On aura des tickets pour vous, pour que vous veniez nous soutenir. Merci beaucoup. En tout cas, on sera là, oui? Oui, nous vous invitons parce que vraiment, ça va nous faire plaisir de vous voir soutenir notre équipe. Voilà, en tout cas, on vous attend demain. D'accord. Mais nous, on est concentrés. On est concentrés sur les éléphants aussi. Mais nous, c'est vendredi. Bon, cela dit, vous, dans votre pot de supporters, vous êtes passé d'écureuil à Guépard, c'est ça, non? Oui. Bon, qu'est-ce qui a changé dans la tête des supporters aujourd'hui? Est-ce que Guépard, c'est beaucoup mieux qu'écureuil? Bon, c'est vrai que... Guépard est mieux. Guépard est mieux. En tant que Guépard, vous vous sentez plus fort parce qu'on a trop écrasé les écureuils. Ouais. Mais on n'a pas, pour autant, pendant qu'on était écureuil, on n'a pas été écrasé. On est allé en quart de finale, on a battu le Maroc. Ça, c'est clair. Donc, le Maroc n'est pas n'importe quelle équipe en Afrique, vous êtes d'accord? D'accord. Voilà. Donc, on a réfléchi, on a voulu donner plus d'énergie de force à l'équipe, de force, de puissance. Et je pense que Guépard, ça nous va. D'accord. D'accord, ok. Bon, les Guépards, notre équipe justement de reportage a effectué une immersion au sein justement des Guépards qui préparent le match et puis on regarde ensemble. Le groupe qui a besoin de travailler un peu plus pour diverses raisons, soit pour perdre un peu de poids. Allez, on ne perd pas de temps, la nuit tombe vite. Très vite, je vous présente la séance. Je vous rappelle les groupes pour qu'on se retrouve. Déjà, on est tous contents de se revoir parce que ça fait un petit moment qu'on s'est regroupés. Et voilà, et tout le monde essaye d'arriver tôt pour préparer ce match, ces 2 matchs qui sont très décisifs pour nous. Voilà, on est tous contents, on travaille bien, dans la bonne humeur. Il y en a quelques-uns qui vont nous rejoindre d'ici quelques jours. Et voilà, on est serein, on est en train de bien tout se préparer.
parce qu'on connaît ces deux équipes qu'on joue. Donc du coup, à nous maintenant de bien travailler et de compléter nos insuffisances. Parce que ça fait aussi un moment qu'on n'a pas gagné un match sur le terrain et je pense qu'on va tout faire pour décrocher une très belle prestation contre ces deux équipes. Allez, allez, allez là. Je sors soit du côté gauche, soit du côté droit, en appelant le ballon dans la profondeur. C'est parti. Allez, hop. Tiens, ne t'arrête pas, ballon dans la course. C'est parti. Allez, encore. Voilà, hop. Allez, on y va, hop. Petit pas. Allez. On essaye d'encadrer les jeunes qui sont là, parce que je suis le plus âgé du groupe. On essaie quand même d'apporter notre petite expérience à tous ces jeunes. Et voilà, on peut accompagner toute l'équipe et donner le bon exemple nous aussi et donner tout sur le terrain afin de motiver tout le monde, afin qu'on a un objectif commun, c'est la gagne. On va tout faire pour. Unissons nos forces béninois. Ensemble nous ferons des espoirs. Allez, allez, allez. Allez, oh c'est allez-y les guépards. C'est bon. Voilà, avec une très bonne ambiance, hein, justement. On ne savait pas que vous aviez des talents de chanteur. Mais vraiment, en voyant justement cette vidéo, comment vous sentez l'immersion est-ce que vous sentez une réelle immersion des joueurs, en fait? Motivation surtout. Oui, les gens sont motivés. C'est une équipe très jeune. Et l'entraîneur, on a un championnat très élevé. Et l'entraîneur, vous connaissez, il est un grand entraîneur. Ouais. Il a quitté le Nigeria pour être recruté par le Bénin. Donc il a choisi et misé sur le championnat. Donc on a près de 8 joueurs du championnat local et qui sont dans l'équipe, puis sont titulaires. Donc il y a Moumouni, il y a Samakao, il y a Hassan, mais Hassan est parti en Égypte. De toutes les façons, l'entraîneur, il préfère avoir des joueurs qui jouent tous les week-ends à Cotonou, au Bénin, que de choisir des joueurs qui sont à l'étranger, mais qui sont sur le banc de touche. Donc, l'entraîneur, le sélectionneur Ganot Rohr, qui était consultant, bien sûr, sur la 3 pendant la CAN. Oui. Mais j'ai un peu peur quand même. Est-ce que vous avez il y avait Dossou, là, il les voulait en France. Oui. Mais est-ce que vous avez encore de grands noms pour aller titiller le Nigeria, vice-champion d'Afrique? Stéphane Sessegnon, l'Ivoirien, comme vous avez prêté. Oui. Parti à la retraite. Béninois. Ouais, non, c'est l'Ivoirien qu'on vous avait prêté. Mais il a joué pour le Bénin, donc. Grand joueur, mais il est parti à la retraite. C'est encore de grands joueurs. On a de très grands joueurs. Du Bénin. On a de très grands joueurs. Vous n'avez pas, il n'y a pas un joueur qui vous dit quelque chose là. Olaïtan. Olaïtan, d'accord. Qui a fait le doublé qu'on fasse les éléphants. Je pense que voilà. On s'en souvient pas. Il y a Andreas. On dit qui est blessé. C'est ça. On a Steve Mounier qui son club joue même Ligue des Champions. Qui doit jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc c'est une équipe. Non, je vous taquine. Vous avez fait un bon match amical contre nous là. Merci. Donc c'est des jeunes qui jouent sans complexe. Et puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous invite à venir au stade pour que vous puissiez relayer ça. Parce qu'il y aura match demain et lundi. Et il y aura un très beau match, en tout cas, c'est sûr, demain. Oui, Clément? Ouais, je pense qu'ils sont en pleine reconstruction parce qu'il faut le rappeler, il y a beaucoup d'anciens qui sont partis, Sessegnon, le capitaine Adeno Khaled et autres. Et Ganot, il a pour habitude de travailler avec les jeunes. Lors de la Coupe du Monde 2018, où le Nigeria passe de près à la qualification pour les 8e, je pense qu'il avait le groupe le plus jeune de la compétition. Donc je pense que ça va prendre du temps. Comme il a dit, c'est un gars qui aime faire jouer. Il a pris beaucoup de joueurs dans le championnat béninois. Il est en train de travailler. Après, du côté de Bénin, il faut être patient parce que le Bénin, ce n'est pas un gros réservoir de footballeurs et de grosses qualités comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun. Donc du coup, il faut le laisser, le Ghana. Donc il faut le laisser travailler énormément parce que le travail qu'il fait actuellement, ça va profiter au Bénin peut-être dans 2, 3 ans, 4 ans. Voilà, mais ça reste la compétition. Peut-être qu'il va essayer d'aller chercher ses victoires là face au Rwanda d'abord. Et puis il ne faut pas l'oublier, ça sera un gros derby face au Nigeria parce qu'on parle des voisins. Donc un Bénin-Nigeria, il n'y a pas de cadeau. Et voilà, ils vont livrer bataille face aux finalistes de la dernière CAN. Oui, et le coach
Ganot Rohr, qui connaît déjà très bien cette équipe du Nigeria. Et justement, on l'a eu en entretien, un reportage de Clément Yeton, justement, sur le plateau. On écoute le sélectionneur. Je sors soit du côté gauche, soit du côté droit, en appelant le ballon dans la profondeur. Voilà. On se prépare bien, on se concentre sur l'événement. On va jouer les 2 matchs qu'on aurait dû jouer à Cotonou à Abidjan. On a choisi Abidjan parce qu'on se sent bien en Côte d'Ivoire et qu'il y a des structures fantastiques qui nous permettront de bien nous préparer, s'entraîner et de jouer dans de bonnes conditions. La reconstruction d'une équipe prend du temps. Et on n'a fait que 10 matchs depuis mon arrivée, dont seulement 2 à domicile. On souffre du fait que notre stade n'est pas homologué, donc on doit se dépayser chaque fois pour les matchs à domicile. Ce n'est pas un avantage, mais on doit faire avec. Et du coup, voilà, on se sent bien, comme je vous ai dit, dans un pays où l'hospitalité s'écrit avec un grand H et que les gens nous encouragent. Jouer contre le Nigeria, évidemment, pour moi, c'est des retrouvailles. C'est toujours avec plaisir qu'on retrouve des joueurs qu'on a entraînés, avec qui on a travaillé pendant plus de 5 ans. Personne n'a tenu 5 ans et 4 mois comme je l'ai tenu là-bas en tant que coach. Donc je suis fier de ce record. Ça sera de retrouvailles avec émotion, bien sûr, beaucoup de respect, mais on sera des adversaires et on sera, bien sûr, chaque côté motivé pour gagner, mais aussi avec le respect que l'adversaire mérite. Puisque le Rwanda est une excellente équipe, nous comptons sur le soutien de nos supporters béninois, mais aussi des amis ivoiriens qui aiment le beau football. Et voilà, c'est important de se sentir un peu chez soi. C'est pour ça qu'on est venu un peu plus tôt pour trouver nos marques. Et voilà, ça a porté ses fruits parce qu'on a pu travailler dans de bonnes conditions et on se sent déjà un peu chez nous. Voilà, c'était donc le sélectionneur Ganot Rohr, voilà, qu'on salue au passage. Un coucou, qui était consultant sur le plateau justement de la 3 pendant la CAN ici en Côte d'Ivoire. Alors, messieurs, après les propos justement du sélectionneur, est-ce que vous êtes rassurés davantage? Oui, bien sûr, nous sommes rassurés parce que Ganot Rohr, c'est un coach que vous connaissez très bien, qui est très expérimenté, qui travaille énormément, on a constaté. Et les joueurs sont à Abidjan depuis 2 semaines, près de 2 semaines maintenant, parce qu'ils travaillent dur. On passe les voir de temps en temps à l'entraînement. On a vu qu'ils ont une équipe très motivée, qui a vraiment envie de gagner ces 2 matchs. Donc, en tout cas, on sait qu'ils vont faire quelque chose, ils vont procurer de la joie aux Béninois. Vous êtes confiants? On est confiants. Bon, mais quand même, il y a la réalité du classement. Vous êtes dans le groupe C. Oui. Vous êtes 6e avec 1 point, donc dernier des poules. Oui. Vous jouez demain le Rwanda, premier avec 4 points. Et vous jouez lundi le Nigeria, 3e avec 2 points, vice-champion d'Afrique. Oui. Vous êtes sûr de pouvoir passer ces 2 matchs-là face aux 2 meilleures équipes là pour le moment? Bien sûr, nous sommes très sûrs. Très sûrs. Le Nigeria, on prend même plus le match du Rwanda au sérieux que le match du Nigeria. Le Rwanda fait une bonne campagne en ce moment. Oui. Parce que le Rwanda a gagné l'Afrique du Sud, donc ce n'est pas rien. Donc on tient compte de ça et on connaît le Rwanda. On connaît le Rwanda et nos oppositions avec le Rwanda, on a toujours pris le dessus. La dernière fois, c'était sur tapis vert, mais cette fois-ci, on est prêt. Parce que je pense qu'à la fin des 2 jours, là, on risque de prendre la tête. Et puis après, il y a le géant voisin, qui est le Nigeria, qui a fait une superbe Coupe d'Afrique, battu en finale par les éléphants. Ce Nigeria-là va peut-être vouloir se relancer également face à vous sur ce match. Est-ce que vous avez des arguments pour aller vraiment jouer cette équipe du Nigeria qui est en pleine forme en ce moment? Oui, bien sûr. Parce que vous savez, Nigeria-Bénin, ça reste un match de l'Afrique de l'Ouest. Derby. Voilà, un derby. Les 2 équipes se connaissent très bien.
Et il faut dire que le Nigeria n'a jamais gagné facilement le Bénin. Hein. La dernière fois où nous avons raté la CAN, c'était face au Nigeria. À Porto-Novo, même si je ne me trompe pas, au dernier moment que 80, voilà, 1-0 que le Nigeria nous a battu, c'est ce qui nous a privés de la CAN. Donc vraiment, le Nigeria même sait qu'ils auront affaire à une équipe béninoise très, très, très compétitive. On n'a pas la pression face au Nigeria. Ah, mais ça se sent que vous n'avez pas du tout la pression, vous êtes très confiant, très serein et c'est beau à voir. Voilà. Et puis bon, au niveau de la mobilisation, vous attendez à combien déjà de supporters? Oui, au niveau de la mobilisation, vraiment, dommage, c'est des jours de travail, mais c'est le travail qu'on a essayé de faire. On a annoncé tôt et on a sorti les billets tôt pour permettre à nos compatriotes de demander des permissions au boulot pour cette journée-là auprès de leur patron. Pour venir assister l'équipe nationale. Donc on a pris les dispositions et je pense que ceux qui vont faire la couverture du match vont constater que le public sera présent. D'accord, tous derrière donc les guépards. C'est ça. D'accord, très bien. Bon, un mot de fin, messieurs, on commence avec vous. Voilà, donc et nous remercions votre plateau pour vraiment la considération que vous avez pour nous en nous invitant ici. Je vous en prie. Et nous profitons aussi de ce plateau pour souhaiter aussi bonne chance aux éléphants. Merci. Et on félicite aussi les éléphants parce que nous, on vit ici en Côte d'Ivoire et on a supporté les éléphants du début jusqu'à la fin. Merci. Hein, on a eu beaucoup de souffrance à des moments donnés. Mais à la fin, on a fêté. Donc, je profite de votre plateau pour féliciter encore les éléphants parce qu'ils sont venus de loin et ils sont montés. Et bonne chance à eux aussi pour le parcours. Et on se verra au mondial. Ça marche. C'est comme vous allez gagner maintenant. D'accord. Il parle bien maintenant. Hein. D'accord. Oui, je pense que comme le grand frère a su dit, nous vous disons merci pour l'invitation. Vraiment, nous sommes très contents d'avoir passé ici, sur votre plateau. Voilà, nous voulons vous dire que nous n'avons pas choisi la Côte d'Ivoire pour jouer nos 2 matchs par hasard parce que nous savons que vous allez nous supporter. Donc nous vous invitons au stade de venir. Nous sommes à la maison parce que nous avons choisi ici pour nous sentir à la maison. Donc vraiment, venez au stade. On a besoin de vous pour gagner ces 2 matchs. Vraiment, merci à vous. Il n'y a pas de souci en tout cas. Au stade Félix Houphouët-Boigny, hein, oui, c'est bien ça. C'est bien noté en tout cas. On va aller les soutenir. Non, parce que quand même, quand on n'avait pas de stade, on jouait au Bénin. Les éléphants jouent au Bénin, la SEC a joué au Bénin. Donc il y a une belle histoire entre nous. Maintenant, ils nous offrent une petite canne. Ils n'étaient pas à la CAN, le Rwanda n'était pas à la CAN. Ces 2 pays vont venir jouer en Côte d'Ivoire. C'est de beaux plateaux, plus le vice-champion d'Afrique. Je pense que les Ivoiriens devaient effectuer le déplacement pour aller soutenir ce pays frère qu'on a envie d'aller. On va vous accompagner, on va aller au mondial ensemble. Ok, on ira ensemble au mondial. Voilà. Donc on recevait donc sur le plateau messieurs Cyriaque Tchala et Aveni Niquez. Merci beaucoup et bonne chance au guépard. Merci. Voilà. Bon, on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Restez avec nous sur la 3 pour ne rien rater. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous poursuivons donc. Nous vous invitons à suivre cette vidéo. On y va. L'Allemagne accueillera le championnat d'Europe des nations de football sur son territoire pour la 3e fois après 1988 et 2020. La compétition se déroulera du 14 juin au 14 juillet 2024 et réunira 24 nations qui tenteront de succéder à l'Italie, tenante du titre. Conformément au cahier des charges de l'UEFA qui exige des enceintes d'au moins 30 000 places, 10 stades situés dans 10 villes ont été retenus pour abriter les 51 matchs du tournoi. 9 ont servi lors de la Coupe du Monde 2006. Ce sont Berlin, Leipzig, Hambourg, Gelsenkirchen, Dortmund, Cologne, Francfort, Stuttgart et Munich.
Quant au 10e site, Düsseldorf, il a été utilisé pendant le mondial 1974. Le logo, dévoilé au cours d'une cérémonie le 5 octobre 2021 à Berlin, s'inspire du trophée de la compétition Coupe Henri Delaunay, entouré par les couleurs des drapeaux des 24 pays participants. Quant à l'hymne officiel intitulé Fire, il a été rendu public le 10 mai 2024. Tous les anciens vainqueurs de l'épreuve depuis sa création en 1960 sont présents. Parmi eux, les favoris Allemagne, France, Angleterre, Italie, Portugal et Espagne. La Serbie et la Géorgie seront à leur première participation au tournoi. Le match d'ouverture opposant l'Allemagne à l'Écosse se jouera le 14 juin à l'Allianz Arena de Munich, tandis que la finale aura lieu le 14 juillet à Olympiastadion de Berlin. L'Euro 2024 sera diffusé dans le monde entier grâce aux partenaires médias de l'UEFA, dont la 3 pour le territoire ivoirien. Voilà, alors l'Allemagne qui accueille donc l'Euro 2024, Coach Koneyea. Oui, l'Allemagne va accueillir cette importante compétition du continent européen qui va avoir la participation de 24 nations, 21 nations qui se sont qualifiées directement pour les phases finales, et avec trois pays, la Pologne, l'Ukraine et la Géorgie, qui se sont qualifiés après les matchs des barrages. Donc ce sera, Marie-Christine, une compétition très attendue, une très belle compétition qui va avoir la présence des grandes nations du football telles que la France, telles que l'Allemagne, pays organisateur, l'Espagne, l'Italie, dernier vainqueur de cette compétition. Et je crois que les Allemands auront à cœur de remporter cette 17e édition de l'Euro sur leur terre. Ils auront encore de copier sur la Côte d'Ivoire, certainement. Et puis, Jean-Philippe, qu'est-ce que déjà vous pensez du système de qualification justement qui permet à certains pays de participer à de grandes compétitions? Mais c'est pratiquement pareil. Vous savez, l'Euro a évolué ces dernières années. Durant longtemps, c'est une compétition qui concernait les 16 meilleures nations du continent européen. Aujourd'hui, on est passé à 24 parce qu'il y a eu une démultiplication des fédérations en Europe. Moi, je l'ai dit toujours, pour des raisons électoralistes, il fallait équilibrer un tant soit peu. Aujourd'hui, l'UEFA, c'est 54 fédérations, en tout cas pas 54 pays du tout, un peu équilibré par rapport à l'Afrique, qui en a 54 aussi, pour que cela pèse au niveau de l'élection du président de la FIFA. Et donc, ça a permis à des petits États de pouvoir avoir des dérogations spéciales pour pouvoir participer aux éliminatoires. Oui. Maintenant, passant à 24, en élargissant ce panel, c'est dans le but de rendre ces petits pays-là plus compétitifs. Parce qu'après les éliminatoires, lorsque vous ne participez pas à la phase finale, vous avez pratiquement un et demi sans véritable compétition, sans véritable challenge. Et en passant à 24, ça permet donc à ces pays-là de jouer des compétitions à très haute pression en prévision des Coupes du Monde. Et on a vu que la première édition à 24 avait concerné l'édition précédente où l'Italie s'était imposée. L'Italie qui était la grosse surprise de cette compétition parce que de l'histoire même des compétitions internationales auxquelles on a pu prendre part, qu'on a pu regarder, jamais une nation, dès son premier match, avait fait autant l'unanimité, est allée jusqu'au bout. Il faut dire que dans cet Euro-là, l'Italie avait dominé tous ses adversaires. C'était la grande surprise quand cette équipe n'a pas pu enchaîner ses qualifiés pour le mondial. Aujourd'hui, tous les pays vont partir à l'assaut de l'Italie. Tout à l'heure, le coach le disait. L'Allemagne va-t-elle enjoindre le pas non seulement à la Côte d'Ivoire, mais également au Qatar, parce que sur l'année 2024, pour l'instant, il y a eu deux grandes compétitions continentales qui ont été organisées, la CAN en Côte d'Ivoire et la Coupe d'Asie au Qatar, et les deux pays organisateurs ont remporté le trophée. Ouais. Est-ce que l'Allemagne va faire cela? De toutes les façons, aujourd'hui, ils sont repartis favoris et qui ont été en souffrance pendant longtemps avec le retour de Toni Kroos et de certains cadres. On verra ce que cela va donner. Et la même question pour vous, Roger Stéphane, par rapport justement au système de qualification. Non, je pense qu'il a déjà donné les explications qu'il faut. Maintenant, après le tournoi en lui-même, c'est une formule classique avec les phases de poules. On a 6 poules de 4. Ensuite, on a les 8e de finale, quart de finale, demi-finale et la finale. Donc, excusez-moi, j'avais dit tout à l'heure que c'est la première édition. Non, je pense qu'en France, ça devrait commencer cela également à 24. Voilà, donc, sur l'éliminatoire, il a expliqué. Maintenant, sur la formule pour la compétition finale, bon, c'est exactement la même chose par rapport à l'édition précédente. Maintenant, l'Allemagne, vous savez, quand on parle de football mondial, on cite l'Allemagne en 2e position derrière le Brésil.
Quand on parle de football sur le continent européen, on cite en première position l'équipe de l'Allemagne. La Mannschaft a été depuis très longtemps une grande nation, elle demeure une grande nation de football. C'est sa troisième organisation de cette compétition. En 1988, l'édition avait été remportée par la Hollande de Marco van Basten. Il y a l'édition de 2020 avec la Covid. Et puis maintenant, cette année, en 2024. Donc les Allemands sont là. Ils sont parmi les hyper favoris. Parce que j'ai vu la liste là du sélectionneur. Neuer, Hummel, Gundogan, Musiala, Sané, Fockluz. Et il m'a rappelé là Toni Kroos. C'est un groupe qui, avec une forte ossature de Bayern et de Stuttgart, si j'ai pu voir quelques joueurs de Leverkusen. Ouais. Donc, ça va être encore un pays à craindre parce que les Allemands, ils jouent toujours les compétitions à fond. C'est vrai que sur ces dernières années, l'Allemagne a perdu un peu de sa force létale qu'elle avait dans les années 80 avec la génération des Rummenigge, des Brügge, des Stielicke, des Magath. Mais l'Allemagne reste l'Allemagne. On a en souvenir la fameuse Coupe du Monde complètement ratée au Brésil en 2014. Pas ratée, remportée en 2014. Vous avez laminé le Brésil en demi-finale 7-1 avec le sacré Manuel Neuer qui est là, qui fait un bon retour. Je pense que cette année encore, l'un des grands favoris, grandissimes favoris de la compétition, ce sera l'Allemagne qui en plus joue à domicile. Attention, cette équipe de l'Allemagne sera à craindre pour l'Euro 2024. D'accord, bon, plus qu'on parle justement des favoris, hein, Clément, Ouais, je pense que moi j'ai 4. L'Allemagne aussi dans ce 4, oui, d'accord. Évidemment, lorsque vous jouez un tournoi, voilà, l'Allemagne, il y a des nations qui résonnent automatiquement. On parle de l'Allemagne qui sera favorite quand même de cette compétition parce qu'elle joue à domicile. Après, j'ajoute l'Italie parce que l'Italie, voilà, qui est capable de faire déjouer tout le monde, même si voilà, l'Italie n'était pas présente lors du dernier mondial. Mais attention quand même à la squadra Azzurra qui aime tout ce qu'on appelle compétition, qui a l'art de faire déjouer les autres. Et puis, il y a la France de Kylian Mbappé qui vient quand même voilà, petit à petit en puissance, sans oublier également l'Angleterre, voilà, qui commence à être cohérent dans son projet, que ce soit l'insertion des jeunes et puis la montée en puissance des joueurs tels que Jude Bellingham qui vont porter cette formation voilà, des Free Lions. Je pense que je vais compter sur ces 4 nations-là. Après, quand on prend la compétition, je pense que l'Allemagne doit se réconcilier avec son public parce que, comme l'a dit Roger Stéphane, depuis 2014, et puis la débâcle, surtout du mondial, où ils sortent, ils sont incapables de sortir, de battre le Japon en phase de poule, où ils sortent des phases de poule. Donc je pense qu'ils doivent se réconcilier avec le public. Ça peut aller bien parce qu'on parle également de la montée en puissance des clubs allemands. Dortmund qui fait finale de la Champions League. Tu as également Bayer Leverkusen qui fait finale de l'Europa League. Donc ça peut amener cette formation allemande à aller chercher le titre à domicile. En ce qui concerne l'organisation, je pense qu'ils n'ont pas de problème parce que les stades qui étaient là depuis 2006 sont des stades modernes, sont des stades qui s'adaptent à ce qu'on appelle l'évolution des compétitions. Donc je pense qu'on va se régaler parce que la Mannschaft qui organise une compétition, ça rime tellement bien parce qu'on parle d'une grosse nation de foot. D'accord. En tout cas, vu les forces en présence, hein, messieurs, on peut dire finalement qu'on aura l'Euro le plus relevé. Déjà, bon, les favoris de Clément, hein, l'Italie, l'Angleterre, la France, l'Allemagne. Oui, coach, je connais. Oui, tout à l'heure, l'autre, tu parlais tout à l'heure de l'Italie, pour lui qui est favori. Mais il faut dire que l'Italie hérite d'un groupe de la mort. Parce que au sein de ce groupe B, oui, on retrouve la Croatie qui est 10e au classement FIFA et qui est récemment médaillée de bronze au dernier mondial. On a également dans cette pousse la fameuse équipe espagnole qui est elle également classée 8e au classement FIFA. Donc c'est dit que l'Italie se trouve vraiment dans une poule très relevé et comme tu l'as dit tout à l'heure, Marie-Christine, c'est sûr que ce sera très difficile de pouvoir se prononcer sur l'issue de ce groupe, d'autant plus que ces dernières années, l'Italie ne nous a pas habitués à sortir assez grandi de certaines situations, donc il va falloir attendre pour voir, mais voilà, en plus de ces grands, il y a des petits poussés qui arrivent, voilà, tels que comment dirais-je, la Croatie, telle que... la Croatie, c'est un grand poussé. Hein. C'est un grand poussé, ouais. Autant pour moi, bien sûr, c'est un grand poussé. Je ne peux pas dire que l'Italie, c'est vrai, la Croatie fait partie aujourd'hui des grands, s'est imposé. Mais je peux parler de la Pologne, je peux parler des Pays-Bas, je peux parler de l'Autriche, de tous ces pays-là qui viennent vraiment avec des ambitions sérieuses. Très bien. Et vous, Jean-Philippe? Mais moi, je dirais qu'aux 4 favoris déjà énoncés par Clément, j'ajouterais le Portugal. On ne parle pas du Portugal, pourtant c'est le vainqueur de l'édition avant celle de l'Italie. 2016. Oui, c'est une formation qui a toujours été très cohérente au niveau de son projet de jeu.
C'est un effectif qui n'a pas énormément bougé, mais qui qualitativement s'est renforcé à chacun des postes. Et je pense que cette équipe pourrait créer la surprise. On sait que c'est vrai, ils ont à la fois un problème qui s'avère être une solution. Le cas Cristiano Ronaldo, qu'il faut à chaque fois gérer. Lui qui veut aller jusqu'au mondial en 2026 et qui, à 40 ans, en temps normal, devrait ne plus être dans cette équipe, mais qui montre toujours un niveau de performance. Ouais. Ils ont un autre attaquant, Gonzalo Ramos, qui a montré de très belles choses. Ils ont des joueurs revanchards, Joao Félix, ils ont Bernardo Silva, pour ne citer que cela, sans oublier la pépite du Paris Saint-Germain, Mendes. En tout cas, c'est une équipe qui, sur chaque ligne, devrait faire peur à n'importe quel type d'adversaire. Et c'est une formation qui est tellement imprévisible, puisqu'en 2016, quand elle remporte le tournoi en France, elle sort 3e de sa poule comme la Côte d'Ivoire. Elle est quasi éliminée, elle fait 3 matchs nuls. Et quand elle sort de là, elle devient inarrêtable jusqu'à aller battre la France, puis organisateur chez elle au Stade de France. Donc moi, je dirais que cette équipe du Portugal là fait partie également des favoris de cette compétition. C'est-à-dire que moi, je pense que dans l'ensemble, la compétition va être très relevée. Parce que pour une fois, toutes les grandes nations européennes se sont qualifiées. J'ai pu voir les équipes. L'Allemagne, c'est 13 fois avec 3 titres. L'Espagne, 11 fois avec 3 titres. La France, 10 fois 2 titres. L'Italie, 10 fois 2 titres. Hollande, 10 fois un succès. Portugal, 8 fois 1 titre. Et puis l'Angleterre, qui a participé 10 fois à la compétition, mais qui ne l'a jamais gagné, qui a perdu la finale de 2020. Sur l'Angleterre, justement, il peut peut-être avoir une surprise anglaise qui, depuis 1966, sur la victoire de la Coupe du Monde avec les Bobby Charlton, l'Angleterre n'a jamais réussi vraiment dans les grandes compétitions. Mais elle a connu de grandes générations de joueurs. La génération de Gary Lineker dans les années 80, il y a la génération de David Beckham, Paul Scholes et Old Sheringham, Steven Gerrard un peu plus loin dans les années 2000. Et là, cette année, il y a les petits qui sont là, notamment Jude Bellingham, le milieu de terrain du Real de Madrid, Saka, Foden, Alexander-Arnold. Il y a un bon petit groupe anglais qui, à mon avis, s'il réussit, ce groupe-là, à avoir les qualités et les performances qu'ils ont généralement en Première Ligue, l'Angleterre peut aller chercher les grandes nations. Mais ça va être une superbe compétition. Parce que pour une fois, toutes les grandes nations européennes qui ont déjà gagné la compétition sont là, sans oublier la Croatie dont parlait Cole Yaya. Si j'ai pu voir le Danemark, bon, je ne sais pas trop, Danemark qui a créé la surprise en 1992, ça vous dit qu'il y a de la qualité dans cette compétition. Oui, de la qualité, justement, Roger Stéphane. Et puis, bon, est-ce que vous êtes d'accord avec ces personnes qui disent que, justement, cette compétition sera déterminante, justement, pour l'obtention du Ballon d'Or? Pour moi, c'est une évidence. Oui. C'est une évidence. C'est vrai qu'aujourd'hui, le favori du Ballon d'Or... c'est Vinicius Junior qui ne prend pas part à cette compétition. Je dirais que le seul élément qui pourrait permettre à Vinicius Junior d'être au-dessus de la mêlée, c'est de remporter la Copa América avec le Brésil. Alors que ça va être une mission très difficile quand on sait qu'il y a un certain Lionel Messi et l'Argentine qui veulent continuer sur le prolongement de leur victoire à la dernière phase finale de la Coupe du Monde et épingler à nouveau ce trophée-là sur leur maillot. Donc pour moi, sauf cas de victoire finale avec une excellente prestation de Vinicius, la désignation du Ballon d'Or pourrait être remise en cause. Remise en cause par quel joueur? Il y a cela aussi qu'il faut regarder. Aujourd'hui, quand on regarde sur le continent européen, je pense qu'il y a peut-être un garçon comme Bellingham, comme Roger Stéphane l'a dit avec l'Angleterre. C'est mon favori. Voilà, qui a une superbe équipe qui pourrait arriver à terme et devancer Vinicius Junior. À part Bellingham, je ne vois... Mbappé, non. Mbappé n'a pas fait une très grande saison en club. C'est vrai que même s'il remporte l'Euro, ça peut lui permettre d'avoir un meilleur classement. Non, vous savez, avec ce vote qui est élargi sur la scène mondiale, il y a une gestion du cas Mbappé en club qui pourrait lui être préjudiciable. Rien, ça n'altère la qualité du garçon, mais il sait que pour cette année, ça va être difficile parce que ça va être soit un vainqueur. Le Ballon d'Or sera forcément un vainqueur de la Champions League. Maintenant, ce qui va se passer à l'Euro ou je veux dire, à la Copa América, ça sera que du bonus. Mais j'ai un pincement au cœur de ne pas voir quand même une équipe à cette compétition-là. Si elle avait été là, ça aurait été pour moi peut-être l'équipe à suivre, c'est la Norvège. La Norvège avec ses jeunes talents qui sont vraiment exceptionnels. Quand on voit Ryerson, le latéral droit de Borussia Dortmund qui a, comme les jeux le disent, Pocket qui a bloqué constamment Vinicius. Quand on voit l'attaquant Haaland, quand on voit le milieu de terrain d'Arsenal, Odegaard, quand on voit cette équipe-là, on s'est dit on n'a pas été capable d'arriver à l'Euro, c'est un crève-cœur. D'accord, bon, l'Euro 2024, c'est bientôt, et bien sûr, ça sera sur la 3. Clément,
3 raisons de suivre l'Euro, nous les Africains, pour nous les Africains. Ouais, je pense que d'abord, il y a tout ce qui a joueur de qualité, voilà, tout ce qui est star également du continent européen. Et puis voilà, ce duel-là pour le Ballon d'Or également, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier également, il aura quand même un duel à distance entre la Copa América et puis l'Euro. Donc du coup, je pense que les joueurs européens vont vouloir donner énormément pour aller chercher ce Ballon d'Or-là également. Et puis, voilà, Et puis la dernière raison. La dernière raison, je pense que voilà, on va voir l'Allemagne à domicile également, parce qu'on dit généralement que le football se joue à 11 contre 11 et puis à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Je peux m'y essayer. Allez-y. Bon, déjà, l'Afrique sera beaucoup représentée dans cette compétition. On a des nations dans cette compétition-là qui sont quasiment des nations africaines. Nos amis français, par exemple. On va avoir beaucoup de joueurs d'origine africaine, de binationaux. Ça a contaminé presque toute l'Europe, hein, parce que l'Allemagne, c'est devenu pareil, le Portugal, même l'Espagne. Donc voilà, ça crée encore des liens forts entre nos cousins et nous. La seconde raison, c'est que l'Euro a toujours été une compétition âprement disputée, avec beaucoup de spectacles, beaucoup de couleurs. En été, en Europe, c'est vraiment magnifique de participer à ce genre de grands rassemblements. Et puis... la troisième raison ouais, bon, la troisième raison, bon, je n'en trouve pas du tout. Bon, je vous la donne. Ouais, la bataille pour le Ballon d'Or, évidemment, parce que le Ballon d'Or... Clément l'a donné, oui. Il a cité, ouais, je t'aime, il a cité Vinicius, mais il y a deux garçons là. Il y a Jude Bellingham et Kylian Mbappé qui sont champions, vainqueurs de la Ligue des Champions et demi-finale de la Ligue des Champions. D'accord, bon là on est dans les raisons. On est dans l'Euro. Oui, Code Koléa. Bon, moi je pense qu'ils ont déjà tout dit. Hein. Moi, voilà, l'Afrique, on va le suivre déjà pour la passion, pour la beauté. Voilà, je pense que c'est déjà ça. Ok, Clément, c'est bon là? La raison principale, c'est que ça va se dérouler sur la 3. Ben merci, mais j'attendais cette raison. Oh, bah dis donc, messieurs, carton jaune à vous 4. Voilà, donc une belle raison, oui. L'Euro 2024 sera diffusé, bien sûr, sur les antennes de la 3 de votre chaîne. Voilà. On peut pronostiquer le vainqueur? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, soyons en compassion, Roger Stéphane. Allez, bon, on a terminé avec cette rubrique, hein, justement, et il est l'heure de l'actu. On y va. Téléphone, hein, le 27 21 59 93 99, le téléphone de la 3. Vous pouvez désormais nous appeler justement avec la question LGT, un Côte d'Ivoire-Gabon. Faut-il redistribuer les cartes en défense? On s'intéresse donc à la défense des éléphants pour ce match à venir. Alors, en dépit de la victoire de la CAN, le sélectionneur national Emes Faé est toujours à la recherche du meilleur équilibre dans son bastion défensif. Va-t-il redistribuer les cartes dans ce secteur de jeu face au Gabon? Ce sujet de la rédaction nous donne les premiers éléments d'appréciation. On regarde. La défense a été le chantier prioritaire d'Emers Faé à sa prise de fonction en qualité de sélectionneur national après la phase de poule de la CAN 2023. Les éléphants sortaient d'un parcours catastrophique, ponctué par une défaite traumatisante face à la Guinée équatoriale. Sa première décision a été d'enlever Odilon Kosonou du banc pour le placer dans l'axe à côté d'Evan Ndika. Sur les flancs, s'il a choisi de faire confiance à Ghislain Conan à gauche, à droite, il a opté pour un turnover entre Serge Aurier et Wilfried Sango. Dans les buts, il a conservé Yaya Fofana, qui était le préféré de son prédécesseur. Si Willy Boli a été utilisé de temps à autre, ce n'est pas le cas d'Ousmane Diomandé, qui a été relégué sur le banc. Pendant la fenêtre internationale de mars dernier, Emers Faé a fait appel à Emmanuel Agbadou et Guela Doué pour des tests qui se sont avérés concluants. Le constat est que, hormis Yaya Fofana, Evan Ndika et Ghislain Conan, tous les autres postes sont soumis à une concurrence qui devient de plus en plus féroce. Avec l'arrivée de Christopher Opéry, désigné meilleur joueur de la saison du Havre, les cartes pourraient être redistribuées. En termes de performance, en 6 matchs sous la houlette d'Emers Faé, les éléphants n'ont enregistré qu'un seul clean sheet. C'était face à la RD Congo en demi-finale de la CAN 2023. Le bilan total fait état de 6 buts encaissés, soit une moyenne d'un but concédé par match. Visiblement, le bastion défensif ivoirien a encore beaucoup de progrès à faire.
Allez, on ouvre donc le débat, messieurs, mesdames, messieurs aussi, très chers téléspectateurs. Faut-il redistribuer les cartes en défense Côte d'Ivoire, Gabon? Bon, oui ou non pour vous, messieurs, sur le plateau? Non, non pour tout le monde, à l'exception de Roger Stéphane qui nous donne un oui. D'accord, vous allez argumenter tout à l'heure, c'est un peu dur, ok. Très chers téléspectateurs, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Et bien sûr, j'ai quelques petites surprises pour vous. Alors n'hésitez pas, appelez-nous pour participer à l'émission. Oui, coach Koneya, pour vous c'est non? Pour moi c'est non, parce que face à cette équipe du Gabon, il va falloir y aller avec des certitudes. Parce qu'il ne faut pas oublier le retour d'un certain Aubameyang qui sera soutenu sur le côté par Jim Alevina et Denis Bouanga qui sont quand même des attaquants assez futés, assez efficaces. Moi je pense que certitude, oui, la certitude que nous avons déjà avec cette ligne défensive composée de Senghor, comment ça s'appelle, Kosonou dans l'axe et Ndika et Ghislain Kona qui ont lors de la dernière CAN montré nous a donné beaucoup de satisfaction et je pense que Faye MS va sans doute aller dans ce sens-là parce que au niveau de la défense, il y a ce qu'on appelle les automatismes, il y a ce qu'on appelle les habitudes de jeu. C'est des garçons qui doivent se connaître. Il doit y avoir une certaine complicité. Donc, parler aujourd'hui de redistribuer les cartes voudrait dire, est-ce que Faye va opter pour un changement profond au niveau de cette ligne d'attaque? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Lorsqu'on regarde le... Pardon? Cette ligne de défense, oui. Pardon. Voilà, parce que quand on se réfère au dernier match amical contre l'Uruguay, parce que effectivement les matchs amicaux servent justement à cela, à préparer la compétition, parce que le match à venir contre le Gabon, c'est un match, comme vous le savez tous, qui va nous ouvrir certainement les portes pour le Mondial 2006. Donc on ne va pas y aller en faisant des expérimentations. 2026, voilà. On ne va pas y aller en faisant des expérimentations. Moi, je pense que le sélectionneur Faye a déjà sa petite idée, au dernier match contre l'Uruguay, où la défense est très bien comportée avec Senghor Wilfried, avec Agbadou, qui était donc à sa première titularisation, aidé dans l'axe par Kosonou. Moi, je pense que il faut tout juste ramener et sortir Agbadou pour ramener Ndika dans cette ligne défensive pour que nous puissions donc retrouver nos 4 défenseurs. Parce que aussi, Marie-Christine, je vais terminer sur... Voilà, vous allez terminer, oui. Voilà. D'abord, au niveau de la sélection, c'est différent des clubs. Au niveau de la sélection, on parle des joueurs en forme du moment. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui cette ligne défensive que je viens de citer, que ce soit Senghor au niveau de Monaco, a eu une très belle saison. C'est plus de 25 matchs joués. Senghor Wilfried, un but, une passe décisive. Quand on regarde dans l'AS Kosonou, qui a été champion d'Allemagne, qui est allé jusqu'en finale de la Ligue Europa, je pense que sur ce plan, il n'y a rien à dire. Voilà, je ne vais pas parler d'Indika aussi, qui a été demi-finale de l'Europa League. Et c'est vrai que j'ai même une petite réserve quant au choix de Ghislain et de Opéry. C'est vrai que Ghislain est un ancien, mais Opéry, quand on regarde les statistiques de... D'accord, donc vous terminez maintenant. D'accord, ok, merci beaucoup. Coach Koneya, c'est difficile de l'arrêter, ce coach. On a un appelant, on a M. Kwaku qui nous appelle d'Agni Belekro. Bonsoir, M. Kwaku. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Côte d'Ivoire, Gabon, faut-il redistribuer les cartes en défense? Moi, je pense que les 4 défenseurs sont Ghislain Kona, Odilon Kosonou et Evan Dika dans les sentinelles. Pour cela, nous pouvons faire une bonne défense et enregistrer cette victoire face aux Gabonais. Donc, à ma part, moi, je pense qu'on doit faire une défense à 4. Ghislain Kona à gauche. Ouais. Mais maintenant, Opéry à droite, mais maintenant, Agbadou
au Sentinelle et Van Dika dans le D'accord. Ok. D'accord. Merci beaucoup, M. Kouakou. Merci beaucoup pour votre participation. D'accord. Monsieur Kouakou est fort. Il a fait une compo, mais je ne vais pas suivre son exemple. Mais à quelques jours après, quand même. Parce que j'ai dit, j'ai pas de chamboulement, mais ce n'est pas un chamboulement total. J'ai pu hésiter à mon endroit là. Pas un chamboulement total parce que sur ce que j'ai proposé, j'ai 3 titulaires, un retour et un nouveau. Sur les 3 titulaires, vous avez Yaya le portier. Bon, lui, il est quasiment indiscutable. C'est le titulaire à part entière. Le deuxième titulaire, c'est Sengo Wilfried dans le couloir droit. Je pense que Sengo, ce qu'il a montré à Monaco, dans le couloir droit, pépère tranquille. Dans l'axe, Ndika, qui est peut-être le meilleur défenseur ivoirien de cette année, sur la CAN, avec l'équipe de Roma, il est indiscutable. Maintenant, je veux bien voir le retour de Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé, qui était avec Ndika, les 2 garçons de l'AC de la défense sous Gassé, quand ça a changé après les 3 pré-matchs de la Coupe d'Afrique des Nations pour intégrer Kosonou aux côtés de Ndika. Oui. Donc Ousmane Diomandé a fait une superbe saison au Portugal, les champions du Portugal. Il a disputé beaucoup de matchs. C'est un garçon qui a perdu une petite confiance sur la CAN, mais je pense que sur la saison qu'il vient de faire au Portugal, il a peut-être retrouvé cette confiance et je pense qu'il peut revenir dans l'axe avec Ndika. Maintenant, le nouveau que j'ai vraiment envie de voir, c'est Christopher Operi. Christopher Operi dans le couloir gauche à la place de Ghislain Konan. Ghislain Konan, c'est connu. Il est bondissant, il est intéressant. Depuis 2-3 ans, c'est le titulaire indiscutable dans ce couloir gauche de la défense des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais j'estime que sur la saison de Christopher Operi, sur sa forme, et d'ailleurs, j'ai vu quelques vidéos du garçon sur les séances d'entraînement des éléphants. Oui. Ah, il fait des choses extraordinaires quand même. Donc lui, j'ai vraiment envie de le voir à la place de Ghislain Konan. Donc je compose une défense à 4. Avec Ndika et Ousmane, c'est déjà connu. Sengo à droite, c'est connu. Plus Christopher Operi dans le couloir à gauche et derrière le portier Yaya. Donc, ce n'est pas un grand chamboulement. C'est juste le retour de Ousmane et l'introduction d'un nouveau qui est Christopher Operi. C'est pour ça que j'ai dit oui, parce que bon, il y a des noms nouveaux qui viennent. Ah oui. Mais je pense que ça peut être un bon quatuor défensif pour aller jouer ces 2 matchs face à nos 2 prochains adversaires. D'accord. En tout cas, pour Roger Stéphane, il faut redistribuer les cartes en défense. On a un appelant de Yopougon. On a M. Kouassi qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Kouassi. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Je vous donne la question, je vous redonne la question. Côte d'Ivoire, Gabon, faut-il redistribuer les cartes en défense? Monsieur Kouassi, voilà. Okay. De ma part, je répète toujours, il faut dire que on ne change pas l'équipe qui gagne, mais on renforce l'équipe qui gagne. Voilà. Déjà, on a un bon trio qui sont déjà au top. Les nouveaux, on va le mettre. Mais il faut qu'ils s'asseyent pour voir comment ça se passe. D'accord. C'est éliminatoire mondial. C'est pas match amical. C'est le premier qui va au mondial. On ne doit pas perdre ce match. Parce qu'on joue contre quelqu'un qui a 6 points comme nous. Donc, on doit mettre à droite Sengo, à gauche Ghislain Konan, au centre Ndika et Kosonou. Et à la suite, on va voir ce qui ne va pas marcher et puis on va renforcer. Voilà, là au moins on sait qu'on est rassuré. Cette année, on sait qu'on a une bonne défense. On doit compter sur eux parce qu'ils vont nous faire plaisir ce vendredi. Merci. Monsieur Kouassi, ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Vous partez à Korogo pour regarder le match? Vous avez un ticket? Franchement, je veux aller, mais c'est les moyens qui me manquent. C'est les moyens qui vous manquent? Et si je vous offre un ticket? Il n'y a pas de souci, je suis partant. Vous êtes partant? D'accord, ok. Donc la 3, avec la Grande Team, vous offre un ticket justement pour assister au match Côte d'Ivoire-Korogo. Côte d'Ivoire-Gabon. Donc vous ne raccrochez surtout pas. On va vous prendre hors antenne et puis vous allez venir récupérer votre ticket. Ouais. Bisous. Merci beaucoup, Monsieur Kouassi.
Voilà, bon, sur la 3, on fait toujours des surprises et des heureux. Voilà, donc c'était un oui pour Roger Stéphane, un non pour coach Koneyaya. Et puis Clément, on va entendre Clément. N'oubliez pas, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Voilà, oui. Ouais, j'ai mis un non parce que redistribuer les cartes revient à répartir de nouveau ou encore autrement. Alors que tu joues un match important, parce que j'ai l'impression que on est en train de sous-estimer la formation gabonaise. Tu joues un match important face au leader de la poule. Alors qu'on sait que la défense, c'est un compartiment qui est quand même sensible. C'est-à-dire quand on parle de défense, on parle bien sûr du gardien, on parle des deux centraux, de l'arrière gauche et de l'arrière droit également. Donc du coup, je pense que c'est un compartiment qui demande ce qu'on appelle la complémentarité, qui demande ce qu'on appelle des automatismes, également des garçons qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ce n'est pas parce que tu as autant de joueurs de qualité que tu vas te permettre de changer constamment ta défense ou bien les différents compartiments d'une équipe. Je pense qu'une équipe, c'est d'abord beaucoup de certitudes. Et tu bâtis sur ce qu'on appelle des certitudes. Après, il peut y avoir des cas de changement, de blessures ou encore des méformes où tu auras besoin des joueurs de qualité que tu auras fait appel. Donc, on parle bien sûr des garçons tels que Opéry, qui par exemple, peut dépanner à gauche un certain Gislain Konan, parce que oui, il a fait de bonnes choses avec le Havre cette saison. Mais après, je pense qu'un coach ou un sélectionneur, il a besoin d'avoir beaucoup de certitude. Et on parle quand même de la défense. La défense est quand même l'un des points forts d'une sélection ou d'une équipe. Donc, du coup, si tu t'amuses à changer beaucoup de choses, face à quoi? Face à un concurrent direct qui est le Gabon, qui a quand même des attaquants qui connaissent ce qu'on appelle le haut niveau, Aubameyang, qui respire la pleine forme actuellement. Il faut quand même tout ce qui est cohésion pour pouvoir le bloquer, tout ce qui est cohésion pour pouvoir faire face à cette attaque gabonaise. Donc du coup, moi je pense que voilà, il ne faudrait pas changer les choses parce qu'on a beaucoup de joueurs de qualité sur le banc de touche ou encore sur la feuille. Il faut garder ce qu'on appelle la certitude. Les garçons qui sont là, Ivan Ndika, voilà, qui va certainement composer la charnière avec Kosonou et puis pourquoi pas à droite Singo et puis Konan à gauche pour pouvoir battre cette formation gabonaise. D'accord, c'est donc non pour Clément. Sur la page Facebook de la 3, on a M. Axel qui nous dit oui pour moi. Oui, c'est oui pour lui. Oui pour moi, le coach doit faire confiance à Emmanuel Agbadou à la place d'Odilon Kosonou parce que Agbadou a maîtrisé la plupart des attaquants qui se sont mis sur son chemin en Ligue 1 française. Et il est purement défenseur central. Il fait des passes qui transpercent les lignes. Donc pour lui, le coach devrait redistribuer les cartes en défense. Jean-Philippe. Bon, pour moi, je me dis que les cartes ont déjà été redistribuées. Voilà pourquoi j'ai mis un non. Elles ont été redistribuées à partir du moment même où Faye Mers, dans sa sélection, a déjà écarté ce dont il estimait que les performances ne lui permettraient pas d'asseoir une équipe compétitive pour cette fenêtre. S'il y avait la présence d'Aurier Serge dans cette équipe, j'aurais dit oui, effectivement, il faut redistribuer les cartes parce que j'aurais estimé que derrière Aurier, avec la saison d'un... le joueur de Monaco, j'ai un trou de mémoire, Senghor Wilfried, excusez-moi. Avec la saison de Senghor Wilfried ou l'arrivée d'un Guéla, ça aurait été peut-être une injustice que de voir le capitaine habituel des éléphants être titulaire sur le terrain. Après, du moment où l'entraîneur, déjà dans sa sélection, sur laquelle on a débattu ici, on était d'accord à plus de 98% sur le choix des hommes, à épurer cette liste. Pour moi, j'estime que tous ceux qui sont dans cette liste susceptibles de rentrer sur le terrain sont capables de faire le boulot. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y avait pas de cartes à redistribuer. Que ce soit Opéry, que ce soit le jeune Guéla, pour les nouveaux en défense, il n'y a aucun risque pour moi qu'il commence ou qu'il ne commence pas, il ne soit pas prêt. Le seul élément, c'est sûr que l'entraîneur va partir avec des certitudes. Il y a des garçons qu'il connaît. Il y a des garçons qu'il a déjà vu évoluer sous haute pression dans une rencontre sur le continent africain parce qu'il a vécu la Coupe d'Afrique avec eux. Et je pense qu'il est de bon aloi de partir avec ces garçons-là. Donc je ne le vois pas en train d'aligner, je dis bien je ne le vois pas, c'est ma perception, en train d'aligner d'entrée de jeu une défense expérimentale avec Guéla à droite, Agbadou dans l'axe et Opéry à gauche. Il va sûrement commencer cette rencontre face au Guépard, le Panthère du Gabon. On en a tellement de félins ici aujourd'hui. Les Guépards. Donc, il va commencer sûrement, à mon sens, avec Senghor Wilfried. Maintenant, dans l'axe central, il a toutes les compositions possibles avec les anciens. Soit il va repartir avec Kosono, Dillon et Evan Ndika, ou il va préférer mettre deux molosses derrière en adjoignant notre ami Boli à
à Indica, mais c'est sûr que c'est latéraux pour commencer. Sauf blessure, sauf information contraire, il va aller avec les mêmes hommes. Maintenant, au cours de la rencontre, avec le déroulement, s'il se rend compte qu'on a besoin d'un apport offensif plus poussé, on a besoin de plus de qualité dans les centres, effectivement, il pourrait faire entrer Opéry. Et si on a besoin de plus d'apports offensifs avec des pénétrations, il pourrait faire entrer Guela. Parce que, à force de regarder nos garçons, on a pu voir la particularité du jeu de certains. On sait qu'avec Senghor Wilfried, c'est la puissance au niveau de la défense. Il peut monter, il peut apporter quelques centres. Il est très bon dans les centres également au cordeau. Et avec Guélan, on a vu que lui, il avait cette capacité-là de pouvoir pénétrer dans la surface de réparation avec sa qualité technique. Donc ça offre également une nouvelle opportunité à l'entraîneur. Côté gauche également, c'est pareil. On a Gisler Conan qui est très défensif. On a Opéry qui a montré dans son club. On n'a pas encore une équipe d'avoir des qualités offensives. Donc là-bas, je pense que c'est bon. Maintenant, de la défense centrale, il va nous faire un classique. D'accord. On a un appelant, monsieur Thierry, qui nous appelle d'Agboville. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, la grande team. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. D'accord, ok. Donc, bienvenue sur le plateau et puis on vous écoute. Côte d'Ivoire-Gabon, faut-il redistribuer les cartes en défense? Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas redistribuer. Hein. Voilà. Moi, oui, je pense qu'il ne faut pas redistribuer. Ok, voilà. Moi, bon. Dans la pêche, il y a Fofana, toujours. Voilà, le côté gauche, Gislain Kounan Kouloumagnan. Voilà. Maintenant, dans l'axe, moi, je préfère Agbadou, voilà, parce que je l'ai beaucoup suivi en première ligue française cette année. Vraiment, il a été beaucoup performant. Voilà. À côté de lui, l'intouchable Ndika. Voilà. Et sur le côté droit, Gislain Kounan. Voilà, lui aussi, vraiment, il a fait une très belle saison à Monaco. Hein. Voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas changer l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, ça, je pense que c'est la meilleure défense qu'elle a. Les nouveaux venant comme Christophe Opéry, il n'y a pas de problème. Voilà, on a 2 matchs. Et pour ce match contre le Gabon, moi, je préfère Justin Kounan. Voilà, Opéry, il est bon, voilà, mais il doit essayer de passer un peu. Parce que nous ne sommes pas là pour, comme on appelle, essayer les joueurs. Ça, c'est un match capital. Voilà, il faut forcément gagner. Voilà. D'accord, ok, c'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Oui, oui, Roger Stéphane, allez-y. Allez-y, Roger Stéphane. Alors, sur le changement que je propose dans mes 4 défenseurs, à la vérité, c'est l'introduction d'un seul nouveau, c'est Christopher Opéry. Et qui, en plus, je l'ai déjà dit, a fait une superbe saison. Après le reste, les 3 autres sont connus, que ce soit Senghor, Ndika, Ousmane, c'est un trio déjà connu. Opéry est juste le nouveau. Maintenant, quand je regarde le comportement de Faye MS lui-même, face au Bénin, il joue Senghor, Chester, Willy et Ousmane, face au Bénin, en amical. Oui. Donc vous avez Chester et Willy, qui n'ont pas encore trop souvent joué ensemble, mais Faye MS les lance dans le match face au Bénin. Ensuite, face à l'Uruguay, il joue Senghor, Konan, Agbadou et Kosonou. Donc vous avez Agbadou et Kosonou, qui n'avaient pas encore beaucoup totalement joué ensemble, que Faye MS a lancé. Donc quand je regarde ces 2 événements, je pense que Faye MS est un garçon qui peut peut-être aller chercher. Je dis peut-être. Ndika n'était pas présent, c'est l'élément qu'il fallait. Voilà, c'est l'élément Ndika. Ouais. Je dis peut-être. Je dis peut-être il peut aller chercher à ce petit type de combinaison qui peut nous faire entrer un Opéry. On ne sait jamais. Maintenant, après, comme l'a dit Jean-Philippe, je suis d'accord, c'est que la plupart des défenseurs qui sont là sont tous très bons. Ils sont tous très bons. Agbadou a fait une superbe saison. Gislain Kounan est magnifique du côté de l'Arabie Saoudite. Le jeune Guela Doué, que Faye MS a essayé encore face à l'Uruguay, nous a mis ce super but qui nous envoie la victoire face aux Uruguayens. Donc, je pense que Faye, il a son petit truc à chaque fois qui nous surprend, c'était de mettre Seko et Kessé sur le banc pour ramener Seri Jean-Michel, c'était de faire sortir un défenseur pour ramener Kosonou. Il peut peut-être nous montrer un petit truc comme ça, et moi, ça ne me gênerait pas qu'il fasse entrer ce jeune Christopher Opéry, que j'ai vraiment envie de voir, parce que Gislain Kounan, c'est déjà connu. Mais enfin bref, c'est Faye MS qui a le dernier mot. Il a beaucoup de joueurs au niveau de la défense. D'accord. On a monsieur Ezobio, c'est ça, qui nous appelle de Songon. Oui, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, tout le plateau. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute, hein, Côte d'Ivoire-Gabon, faut-il redistribuer les cartes en défense? Bon, moi, je préfère qu'à la défense, je préfère que Gislain Kounan soit à gauche.
Senghor soit à droite et puis Osunu et puis Indika dans l'axe. Oui. Ça, c'est la meilleure solution. Parce que ce qu'on voit, c'est les deux qui étaient performants dans l'axe. Donc, tout le monde du calme. Donc, du coup, c'est les deux que je préfère. C'est mon choix qui est là. D'accord. Un instant, la régie, s'il vous plaît. Oui, monsieur Eusebio, je n'ai pas entendu la fin de votre phrase, s'il vous plaît. C'est votre choix. D'accord, oui. ok. Bon, votre choix est donc noté. Est-ce que je peux vous offrir un ticket pour regarder, pour aller à Korogo regarder le match des éléphants? Oui. D'accord. D'accord. Donc, je vous offre un ticket. Vous ne raccrochez surtout pas. Hein. On vous prend hors antenne tout de suite. Vous ne raccrochez pas. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Et vous ne raccrochez pas. Messieurs, on va avancer, s'il vous plaît. Déjà parti d'Abidjan, ce mercredi 5 juin 2024 à 10h30. Les éléphants sont arrivés à Korogo 1 heure plus tard. Donc, Emes Faye et ses poulains ont une séance d'entraînement cet après-midi au terrain du lycée Oufoué-Boigny de Korogo. Voyons l'arrivée des éléphants à Korogo dans cette vidéo. On regarde. Ah bon? Ah, je ne savais pas que tu étais ici, hein? Bonne arrivée. Voilà, messieurs, nous sommes en direct. On est en train de débattre sur la probable composition de l'axe central. Voilà, je sais. On a un appelant, hein, monsieur. On a un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Monsieur Amane, le premier supporter de Real Madrid au déplateau. D'accord. Bon, bienvenue, monsieur Amani. Aujourd'hui, c'est les éléphants, hein, c'est pas Real Madrid. Donc, Côte d'Ivoire, Gabon, faut-il redistribuer les cartes en défense? On vous écoute. Oui. À mon avis, Payet doit continuer avec ces mêmes joueurs qui ont joué la finale. Et puis, comment on appelle, à l'absence de Marc Gradel qui n'est plus dedans, il peut faire entrer le petit Oumar Diakité à la place de Marc Gradel. En défense, hein. Là on parle de la défense. Voilà. En défense, d'abord il commence par le gardien Yaya Fofana.
Latéral droit, il met Wilfried Songo. Et puis Odilon Kosonou. Et puis Evan Dika. Et puis Opéry, le nouveau latéral gauche. Je préfère qu'il mette le nouveau latéral gauche pour voir. D'accord. Puis maintenant, on va aller au niveau du terrain. D'accord. Non, aujourd'hui, c'est seulement la défense aujourd'hui. Pas de milieu de terrain. Voilà. Donc, au niveau de la défense, je préfère les 4 joueurs là. D'accord, ok. C'est bien noté. C'est bien noté. Maintenant, je salue tout le monde. Je fais un coucou à tout le monde, surtout mon frère Roger Stéphane aussi. D'accord, merci beaucoup. Okay, voilà. Merci beaucoup, on vous salue merci aussi. Merci beaucoup, madame. Voilà, merci beaucoup, et merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Les appelants de Korogo, on vous attend, on pouvait appeler. Bon là, pour l'émission de ce soir, c'est terminé, mais demain, n'hésitez pas à appeler. On a bien envie de vous faire gagner des tickets, justement, pour assister au match Côte d'Ivoire-Gabon. Donc, la grande team fait des cadeaux, fait des heureux. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous. Mais déjà, le public sportif ivoirien s'est exprimé sur la question LGT. On l'écoute. La défense, c'est Mère Kosonou, qui était un véritable rock. Voilà, on a vu au mondial ce qu'il a fait, quelles que soient les petites erreurs qu'il a fait, mais je pense que c'est un bon jockey. Après, nous avons aussi Ndika, qui est très patient et il admire très bien le match. Et aussi, il a vu Opéry contre... Bon, Opéry, je ne l'ai pas vu jouer pendant la CAN, mais avec ce match qu'il a fait et en club, il évolue très bien. Les joueurs qui ont joué, ils étaient très bons. Voilà, ils étaient très bons, mais bon, je trouve que c'est mieux encore de renforcer. Voilà, avec Doué, dans son club, il est très bon. Il y a Opéry, lui aussi, il est très bon. J'ai hâte même de voir ces défenseurs-là jouer, voilà, au pays pour voir un peu, voilà, comment ils peuvent se défendre. Pour moi, il faut redistribuer les cartes au niveau du gardien et puis au niveau du latéral droit. Sinon, Adika et Kosonou, plus le jeune Ghislain Kona, je pense qu'il n'y a pas de problème. À mon avis, je pense non. Parce que nous avons de très bons joueurs, de très bons défenseurs. Notamment Odilon Kosonou, Ndika, Willy Bolu. En tout cas, ils ont joué un bon match pendant la CAN. Mais on peut ajouter de 109 à le match contre le Gabon. Notamment Doué. Il peut montrer ce qu'il a de son ventre. Il peut le laisser jouer. Non, moi je pense que non. Parce que nous avons de très bons défenseurs qui sont là. Par exemple, Wilfried Songo qui est là. C'est un très bon joueur, il est très fort. Wilfried Songo et puis Odilon Kosonou, Ndika aussi qui est là. Ils sont très bons. La défense, c'est bon. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. En tout cas, les champions d'Afrique sont bel et bien arrivés à Korogo. Voilà, on se retrouve demain en direct sur la 3. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous tous, très chers téléspectateurs. Demain en direct, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.